Et si votre cri s'éteignait avant même que quelqu'un puisse l'entendre? Et si le silence devenait votre seule arme face à trois hommes sans pitié? Lorsque la corde brûla ses poignets à vif et que sa voix se brisa comme du verre, Wendy Garrison comprit une vérité terrible. Hurler ne la sauverait pas, mais se taire pourrait peut-être lui offrir une chance. Rehook, restez avec moi, car au cœur de ces montagnes du Colorado, une traque silencieuse est déjà en marche. Et avant de continuer, écrivez en commentaire depuis quel pays vous regardez cette histoire. Je veux savoir jusqu'où ces récits du Far West voyagent à travers le monde. Si vous aimez les histoires intenses où le courage affronte la barbarie, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas ce qui va suivre. Car la confrontation approche et elle sera explosive. Le soleil de l'après-midi écrasait sans pitié le camp minier abandonné aux abords de Fort Garlandum, dans le sud sauvage du Colorado, là où trois hors-la-loi avaient traîné Wendy après avoir attaqué le chariot de ravitaillement de son père sur un col escarpé. Thomas Garrison gisait désormais quelque part sur cette route poussiéreuse, une balle en plein cœur pour avoir tenté de défendre ce qui lui appartenait. L'image de son corps s'effondrant revenait en éclair dans l'esprit de Wendy, mais aucun cri ne franchissait plus ses lèvres. Elle avait hurlé pendant des heures, hurlé jusqu'à sentir ses cordes vocales céder, jusqu'à ce que sa gorge se referme sous la douleur, jusqu'à ce que ses ravisseurs rient et lui conseillent d'économiser ses forces. Ici, disait-il, personne ne viendrait. Le filon d'argent était tari depuis 2 ans. Le camp n'était plus qu'un squelette de planches et de poussière. Le ranch le plus proche se trouvait à des kilomètres, et la ville encore plus loin. Wendy, 22 ans, n'avait jamais connu une peur aussi totale. Elle avait grandi à Fort Garland, unique enfant de Thomas Garrison, propriétaire du magasin général qui alimentait les petites colonies de la vallée de St. Louis. Sa mère était morte trop tôt, et père et fille avaient bâti leur existence côte à côte, partageant le travail, les livraisons et la rudesse magnifique du sud du Colorado. Maintenant, elle était seule, liée, jetée à l'arrière d'un chariot, emmenée hors des sentiers battus jusque dans cet endroit oublié du monde. Les cordes entaillaient sa peau chaque fois qu'elle bougeait. Attachée à une poutre dans un bâtiment aux murs gris et au toit à moitié effondré, elle entendait les hommes dehors discuter de son sort, sans distinguer leurs mots. Son corps tremblait d'épuisement. Elle tenta de crier encore, mais seul un sifflement douloureux sortit de sa gorge ravagée. Même si un secours passait à portée de voix, elle ne pourrait pas l'appeler. Elle ferma les yeux et força son esprit à réfléchir. « La panique tue plus vite que les balles », répétait son père. Elle devait penser. Mais comment fuir, ligotée, muette, face à trois hommes armés à cheval? Même libre, elle serait à pied dans des montagnes sauvages, traquée comme une proie. Pendant ce temps, un autre cavalier suivait leurs traces depuis 3 jours. Grady York, 26 ans, cowboy de métier, traquait les hors-la-loi quand les temps se faisaient durs. Les frères Hollister et leur cousin Frank Dawes portaient une prime pour vol et meurtre à travers 2 territoires. Quand Fort Garland apprit qu'ils avaient pris la direction des montagnes, Grady sella son cheval sans hésiter. Grand, sec, marqué par les années de labeur, les cheveux noirs effleurant son col et les yeux gris toujours en alerte, il avait quitté le Texas après la mort de ses parents, dérivant d'un ranch à l'autre avant de s'installer dans le Colorado. Il aimait ces hauteurs qui semblaient toucher le ciel, mais il détestait les hommes qui s'en prenaient aux innocents. Ce matin-là, il trouva le chariot abandonné. Un cheval encore attelé, nerveux. Et dans la boue, le corps de Thomas Garrison. Il reconnut immédiatement l'homme. Tout le monde connaissait les Garrison. Le chariot avait été pillé, mais pas vidé. Et Wendy avait disparu. Les traces révélaient 3 chevaux s'éloignant vers l'est, l'un portant un poids supplémentaire. Il l'avait enlevé. Le sang de Grady se glaça. Il lança son cheval au galop, suivant la piste à travers des forêts de pins et un terrain de plus en plus escarpé. L'arrogance des hors-la-loi, ne pas masquer leurs traces, serait leur erreur. Lorsque le soleil déclina derrière les crêtes, il aperçut les ruines du camp minier, accrochées à la montagne comme une cicatrice. Il mit pied à terre à distance, attacha son cheval dans un bosquet de trembles et arma son fusil. Avancer à découvert serait du suicide. Il progressa à pied, se fondant dans les ombres, utilisant arbres et rochers comme couverture. Des voix s'élevaient,
Il aperçut 3 chevaux attachés et 2 hommes gesticulant devant le bâtiment principal. Un troisième sortit. Grady reconnut les visages des affiches de recherche. Jake et Pete Hollister et leur cousin Frank. Mais où était Wendy? Il contourna le camp, restant invisible. Le plus grand bâtiment, bien que partiellement effondré, était le seul capable de servir de prison. Il devait se rapprocher. Assez pour la voir, assez pour agir. 3 hommes armés contre un seul. L'équilibre était fragile. Mais Grady possédait l'effet de surprise et une motivation plus forte que l'argent. Il avait vu le corps de Thomas Garrison. Il avait vu la balle dans sa poitrine. Cette chasse était devenue personnelle. Même s'il n'avait échangé que quelques paroles avec Wendy en ville, cela suffisait. Il se glissa jusqu'à une brèche dans le mur effondré. Et là, il la vit. Attachée à une poutre, robe déchirée, visage pâle, cheveux défaits, tombant en boucles désordonnées sur ses épaules. Même de loin, la terreur brillait dans ses yeux. Mais elle était vivante. C'était tout ce qui comptait. Grady serra les dents. Il devait la sortir de là avant que les hors-la-loi ne prennent leur décision, car leur voix montait, plus tendue, plus sombre. L'un des frères semblait vouloir partir en la laissant attachée. Les 2 autres débattaient d'une option bien plus sinistre. Le doigt de Grady se resserra sur la détente. Il ne laisserait pas cela arriver. Pas aujourd'hui, pas tant qu'il respirerait. Et vous, d'où regardez-vous cette histoire? Dites-moi votre pays et votre ville en commentaire. Si vous voulez voir comment cette traque va se transformer en un affrontement inévitable, abonnez-vous dès maintenant et restez jusqu'au bout. Car dans ces montagnes, la justice arrive à pas de loup et elle frappe sans prévenir. Wendy avait cessé de tirer sur les cordes. Ses poignets saignaient et l'effort l'épuisait. Elle essayait de conserver ses forces, essayait de trouver une issue, mais son esprit revenait sans cesse à la même situation impossible. Sa gorge lui faisait mal, elle ressentait une profonde douleur brûlante. Elle avait tellement crié pendant si longtemps qu'elle s'était abîmé quelque chose à l'intérieur. Maintenant, même lorsqu'elle essayait d'émettre un son, rien ne sortait, à part un faible murmure qui atteignait à peine ses propres oreilles. Le silence était terrifiant à sa manière. Elle se sentait coupée du monde, incapable d'appeler à l'aide, incapable de communiquer. Si quelqu'un se trouvait à proximité, elle n'avait aucun moyen de lui faire signe. Elle était prisonnière du silence, tout autant qu'elle était prisonnière des cordes. La lumière de l'après-midi filtrait à travers le toit brisé au-dessus d'elle, projetant de longues ombres sur le sol en terre battue. Quelque part à l'extérieur, les hommes continuaient de se disputer. Elle pouvait entendre leurs voix, mais pas leurs paroles. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne brise ses côtes. Elle se demandait si quelqu'un viendrait la chercher. Son père avait dit aux habitants du village qu'il serait absent pendant 2 jours pour livrer des marchandises dans les villages de montagne. Personne ne remarquerait leur absence avant demain au plus tôt, et même alors, qui saurait où les chercher? Les hors-la-loi l'avaient traîné à des kilomètres de la route principale. De nouvelles larmes lui piquaient les yeux, mais elle les refoula en clignant des paupières. Pleurer ne servirait à rien. Elle devait rester vigilante, prête à saisir la moindre occasion de s'échapper. C'est alors qu'elle entendit quelque chose, un bruit si faible qu'elle faillit ne pas l'entendre. Un léger grattement, comme celui d'une botte en cuir sur la pierre, provenant de quelque part derrière elle. Elle retint son souffle. L'un des bandits revenait à l'intérieur. Elle tira sur les cordes pour essayer de tourner la tête et voir, mais la poutre à laquelle elle était attachée lui bloquait la vue. Le grattement se rapprocha. Des pas, sans aucun doute, des pas prudents, délibérés. Quelqu'un était dans le bâtiment avec elle. La terreur envahit ses veines. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Sa voix ruinée la lâcha complètement. Elle ne pouvait que rester assise là, impuissante et silencieuse, attendant que celui qui était derrière elle se montre. Puis une main toucha son épaule, et elle sursauta violemment, le cœur battant à tout rompre. Mais le contact était doux, et une voix grave lui murmura à l'oreille. « Calmez-vous, je suis là pour vous aider. » Elle se retourna autant que les cordes le lui permettaient et se retrouva face à des yeux gris dans un visage buriné par le soleil. L'homme était jeune, peut-être quelques années plus âgé qu'elle, avec des cheveux foncés et une barbe d'un jour sur le menton. Il portait les vêtements poussiéreux d'un cow-boy et avait un fusil en bandoulière. Elle ne le reconnaissait pas, mais quelque chose dans son visage la poussait à le croire.
Il y avait là une assurance, une détermination calme qui apaisa sa panique. « Je vais te détacher, murmura-t-il, mais tu dois rester silencieuse. Ces hommes sont juste dehors. Vous pouvez faire ça? » Elle acquiesça frénétiquement, et il sembla remarquer quelque chose dans son expression, car ses yeux se plissèrent d'inquiétude. « Vous êtes blessé? » demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, puis toucha sa gorge avec ses mains liées, essayant de communiquer ce qui s'était passé. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sortit. La compréhension se refléta dans ses yeux. « Votre voix, dit-il doucement. Tu ne peux pas parler. » Elle acquiesça à nouveau, reconnaissante qu'il comprenne. Un immense soulagement l'envahit, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Très bien, dit-il d'une voix à peine audible. Nous allons nous débrouiller. Je m'appelle Grady York. J'ai suivi ces hommes depuis la route. Je vais couper ces cordes, puis nous nous échapperons par l'arrière du bâtiment et rejoindrons mon cheval. Reste près de moi et bouge quand je bouge. Compris? » Elle acquiesça à nouveau. Il sortit un couteau de sa ceinture. La lame était tranchante et coupa les cordes en quelques secondes. Ses mains furent libérées et elle retint un cri de douleur lorsque le sang afflua à nouveau dans ses doigts. Les brûlures causées par les cordes sur ses poignets semblaient vives et douloureuses. Grady la stabilisa alors qu'elle se tenait debout sur ses jambes tremblantes. Elle avait été ligotée pendant des heures et ses muscles protestaient contre le mouvement. Il garda une main sur son coude pour la soutenir, tandis que son autre main tenait son fusil, prêt à tirer. « Par ici », articula-t-il silencieusement, et il la conduisit vers l'arrière du bâtiment, où une partie du mur s'était effondrée vers l'extérieur. L'ouverture était juste assez large pour qu'ils puissent se faufiler un par un. Wendy jeta un coup d'œil vers l'avant du bâtiment, où les voix des hors-la-loi résonnaient encore dans l'air de l'après-midi. Ils ne savaient pas que Grady était là, ni qu'elle était en train d'être libérée. Grady passa le premier à travers l'ouverture, se déplaçant avec une grâce fluide qui témoignait de ses années passées dans la nature sauvage. Il scruta les environs, puis tendit la main en arrière pour la prendre et la tirer derrière lui. Le bois brisé frottait contre sa robe déchirée, mais elle le sentait à peine. Tout ce qui lui importait, c'était de s'éloigner de cet endroit, de s'éloigner des hommes qui avaient assassiné son père et l'avaient traîné dans les montagnes. Une fois dehors, Grady la conduisit à l'abri des pins. Ils avancèrent rapidement mais prudemment, en essayant de faire le moins de bruit possible. Chaque brindille cassée résonnait comme un coup de feu aux oreilles de Wendy, et elle s'attendait à tout moment à entendre un cri derrière eux. Le bruit de pas précipités, un coup de feu. Mais la forêt restait silencieuse, à l'exception du murmure du vent dans les branches au-dessus de leur tête. Ils avaient parcouru environ 50 mètres lorsqu'une voix retentit derrière eux, aiguë et alarmée. « Elle s'est enfuie. La fille s'est enfuie », jura Grady entre ses dents, et il saisit la main de Wendy plus fermement. « Cours, dit-il d'un ton pressant. Cours maintenant. » Ils se frayèrent un chemin à travers les broussailles, abandonnant la discrétion au profit de la vitesse. Derrière eux, d'autres voix se joignirent à la première, criant des ordres, jurant. Les hors-la-loi avaient découvert son évasion. Les jambes de Wendy brûlaient d'effort et ses poumons réclamèrent de l'air, mais elle ne ralentit pas. Grady la tira avec lui, sa prise forte et ferme, la guidant à travers les arbres avec l'assurance de quelqu'un qui savait se repérer dans la nature sauvage. Des coups de feu retentirent dans les airs, et Wendy tressaillit lorsque les balles frappèrent les arbres à proximité. Les hors-la-loi tirèrent à l'aveuglette, essayant de les atteindre à travers la forêt, mais les pins épais leur offraient une couverture. « Continue, » l'exhorta Grady. « Mon cheval est juste devant. » Ils déboulèrent dans une petite clairière où un cheval baille était attaché à un tremble. Le cheval avait les oreilles dressées vers l'avant et les yeux écarquillés au son des coups de feu. Grady détacha les rênes avec une efficacité redoutable, se hissa une selle, puis se pencha vers Wendy. « Donne-moi ta main, dit-il. » Elle saisit sa main tendue et il la hissa derrière lui avec une force qui lui coupa le souffle. Elle avait à peine eu le temps de passer ses bras autour de sa taille qu'il donna un coup de talon au cheval pour le faire avancer. Ils s'enfuirent à travers la forêt, le cheval avançant d'un pas assuré malgré le terrain accidenté. Derrière eux, d'autres coups de feu retentirent, et Wendy entendit le bruit de chevaux que l'on montait. Les hors-la-loi se lançaient à leur poursuite. « Tiens-toi bien » lui cria Grady, et elle se pressa contre son dos, les bras enroulés autour de sa taille. Le cheval dévala une pente raide,
faisant rouler des pierres, et Wendy s'agrippa de toutes ses forces. Grady montait comme s'il était né en selle, guidant le cheval à travers un terrain qui aurait terrifié la plupart des cavaliers. Ils sautèrent par-dessus des troncs d'arbres tombés, traversèrent un ruisseau étroit et grimpèrent de l'autre côté sans perdre de vitesse. Le Jilling haletait bruyamment, mais il ne faiblit pas. Les bruits de la poursuite s'estompèrent derrière eux, mais Grady ne ralentit pas. Il maintint le cheval au galop pendant encore 10 minutes, mettant autant de distance que possible entre eux et le camp minier. Finalement, lorsque le cheval fut couvert de sueur et haletant, Grady relâcha les rênes et laissa l'animal ralentir pour marcher. Ils étaient maintenant au cœur de la forêt, entourés de pins imposants et de formations rocheuses déchiquetées. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les branches, baignant tout d'une lumière dorée. Grady se retourna sur sa selle pour regarder Wendy. « Ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Elle acquiesça, bien que tout son corps tremblait sous l'effet de l'adrénaline et de l'épuisement. Elle essaya de parler pour le remercier, mais aucun son ne sortit. L'effort lui causa une vive douleur dans la gorge et elle grimaça. « N'essaie pas de parler, dit gentiment Grady. Tu es gravement blessé. Il faut que tu voies un médecin. » Elle acquiesça à nouveau et lui toucha l'épaule, essayant de lui transmettre sa gratitude par ce geste. Il sembla comprendre, car il lui adressa un petit sourire. « Tu es en sécurité maintenant, dit-il. Je vais te ramener à Fort Garland. Ces hommes ne nous rattraperont pas. » Wendy voulait le croire, mais elle ne parvenait pas à chasser la peur qui lui serrait encore le cœur. Les hors-la-loi avaient tué son père sans hésiter. Ils n'abandonneraient pas facilement. Pas avec un chasseur de primes à leur trousse et un témoin capable de les identifier. Mais la présence rassurante de Grady lui donnait quelque chose à quoi se raccrocher. Il était venu la chercher alors que personne d'autre n'aurait pu la trouver. Il avait entendu son silence d'une manière ou d'une autre et s'était précipité. Grady maintenait le cheval à un rythme régulier, lui laissant le temps de récupérer tout en continuant à avancer. Son esprit passait en revue les options qui s'offraient à eux. Les hors-la-loi n'abandonneraient pas facilement la poursuite, surtout maintenant qu'ils s'étaient interposés. Ils savaient que quelqu'un les traquait et ils seraient désespérés. Fort Garland était à au moins 6 ou 7 miles à travers les montagnes et la nuit tomberait dans quelques heures. Voyager de nuit dans ces montagnes était dangereux, mais Camper, avec 3 tueurs à leur trousse, l'était tout autant. Il sentit les bras de Wendy autour de sa taille, sentit son corps trembler. Elle avait vécu un véritable enfer aujourd'hui, perdant son père et se faisant traîner dans les montagnes par des meurtriers, et sa voix, quoi qu'il se soit passé là-bas, l'avait clairement rendue incapable de parler. « Nous ne pouvons pas encore nous arrêter, » dit-il doucement, autant pour la rassurer que pour lui expliquer son plan. « Ces hommes vont nous suivre et ils connaissent cette région, mais j'ai un avantage. Je connais un endroit où nous pouvons aller, une cabane qui appartient à un de mes amis. Elle se trouve à quelques kilomètres au sud d'ici, nichée dans un canyon. Nous pouvons y passer la nuit et demain matin, nous nous dirigerons vers Fort Garland. » Il sentit qu'elle acquiesçait contre son dos, acceptant silencieusement. Ils continuèrent à chevaucher à travers la forêt tandis que les ombres s'allongeaient et que l'air se rafraîchissait. Grady restait à l'affût du moindre signe de poursuite, du moindre bruit qui ne correspondait pas au rythme naturel de la montagne. Mais la forêt restait silencieuse, à l'exception du chant occasionnel d'un oiseau ou du bruissement du vent dans les pins. Après 1 heure de route régulière, Grady guida le cheval dans un étroit canyon creusé par un ruisseau saisonnier. Les parois s'élevaient abruptement de chaque côté et le fond du canyon était recouvert d'aspens et de chênes nains. Caché dans un repli du canyon, presque invisible à moins de savoir où regarder, se trouvait une petite cabane en rondin. Elle appartenait à un trappeur nommé Samuel Whitfield, un vieil ami de Grady qui passait la plupart de son temps dans les hautes terres, mais qui gardait cet endroit comme base. Samuel avait dit à Grady qu'il était le bienvenu pour l'utiliser à tout moment, et Grady lui était reconnaissant de cette offre. « Maintenant, dit-il en arrêtant le cheval devant la cabane, ce n'est pas grand-chose, mais cela nous permettra de rester à l'abri des regards. » Il mit pied à terre et aida Wendy à descendre. Ses jambes se sont presque dérobées sous elle lorsqu'elle a posé les pieds par terre, et il l'a rattrapée par la taille pour la stabiliser. « Doucement, lui dit-il, tu as vécu beaucoup de choses aujourd'hui. » Elle leva les yeux vers lui. Et même dans la lumière déclinante,
Il pouvait voir la fatigue dans ses yeux. Mais il y avait aussi autre chose, une force qui n'avait pas été brisée par ce qu'elle avait enduré. Cette femme était une survivante. Laisse-moi t'aider à entrer, dit-il doucement. Ensuite, je m'occuperai du cheval. La porte de la cabane n'était pas verrouillée. Samuel la laissait toujours ouverte pour les voyageurs dans le besoin. Grady l'ouvrit et fit entrer Wendy. L'intérieur était simple mais propre, avec une cheminée en pierre, une pôle et des chaises en bois brut et un lit étroit dans un coin. Des provisions étaient alignées sur des étagères au mur. De la farine, des haricots et du café, les aliments de base de la vie en montagne. Grady aida Wendy à s'asseoir sur une des chaises et elle s'affaissa immédiatement, posant sa tête sur ses bras posés sur la table. L'adrénaline qui l'avait aidé à s'échapper était en train de s'estomper, la laissant complètement épuisée. « Repose-toi un instant, dit Grady. Je vais m'occuper du cheval et m'assurer que nous n'avons pas été suivis. » Elle acquiesça sans lever la tête et il ressortit. Le cheval était encore essoufflé après la course effrénée, son pelage sombre de sueur. Grady le descella et le frotta avec des poignées d'herbes sèches, vérifiant ses pattes à la recherche de blessures. L'animal semblait en bonne santé, juste fatigué. Il le conduisit vers le petit appentis à côté de la cabane et lui donna à boire l'eau du ruisseau et un peu de grain qu'il trouva dans la grange. Puis il passa plusieurs minutes à observer le canyon, guettant le moindre mouvement, tendant l'oreille pour détecter le moindre bruit qui pourrait indiquer qu'ils avaient été suivis, mais tout était calme. Les hors-la-loi avaient perdu leur piste quelque part dans la forêt. Satisfait qu'ils soient en sécurité pour le moment, Grady retourna à la cabane. À l'intérieur, Wendy n'avait pas bougé. Elle était assise, la tête toujours appuyée sur ses bras, mais d'après le léger mouvement de ses épaules, il pensa qu'elle s'était peut-être endormie. Il se déplaça silencieusement, ne voulant pas la déranger si elle avait réussi à trouver un peu de repos. Il alluma un feu dans la cheminée, la chaleur et la lumière repoussant l'obscurité grandissante. Puis il trouva une casserole et la remplit d'eau provenant du baril de pluie à l'extérieur, la plaçant sur les flammes pour la faire chauffer. Wendy remua au bruit de ses mouvements et leva la tête. Ses yeux étaient rouges, cernés, mais secs. Elle avait pleuré toutes ses larmes, semblait-il. « Je prépare du café, » dit Grady, gardant sa voix basse et calme. « Et j'ai trouvé du porc scellé et des haricots que nous pouvons cuisiner. Tu devrais manger quelque chose. Tu as besoin de reprendre des forces. » Elle acquiesça et se redressa sur sa chaise, grimaçant en bougeant. Son corps tout entier devait être douloureux après avoir été ligoté pendant des heures, puis avoir fui à travers la forêt. Grady approcha l'autre chaise pour lui faire face et s'assit. « Je dois examiner tes poignets, dit-il. Ces brûlures causées par la corde avaient l'air grave. » Elle hésita, puis tendant les mains. Les brûlures causées par la corde étaient effectivement graves, à vif et saignantes par endroits. Grady grimaça et se dirigea vers les étagères, fouillant dans les provisions de Samuel, jusqu'à ce qu'il trouve un pot de pommade et un chiffon propre. Il revint vers Wendy et s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Ça va peut-être piquer un peu, » l'avertit-il, puis il commença à nettoyer les blessures aussi soigneusement que possible. Elle se mordit la lèvre, mais ne retira pas ses mains, endurant la douleur en silence. Grady travailla rapidement, appliquant la pommade et enveloppant ses poignets dans des bandes de tissu propres. Lorsqu'il eut terminé, il s'assit et la regarda dans les yeux. « Ça va mieux ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, puis toucha à nouveau sa gorge d'un air interrogateur, comme pour demander si sa voix reviendrait. « Je ne suis pas médecin, » dit Grady honnêtement, « mais je pense que tu as crié si fort et si longtemps que tu t'es fait mal à la gorge. Avec du repos et du temps, ça devrait guérir, mais tu devras consulter un vrai médecin dès que nous arriverons à Fort Garland. » Elle acquiesça à nouveau et il vit le soulagement sur son visage. Elle avait craint que les dommages soient en permanent. « Pouvez-vous écrire ?» demanda-t-il soudainement. « Si vous avez besoin de me dire quelque chose, pouvez-vous l'écrire ?» Son visage s'illumina et elle acquiesça avec enthousiasme. Grady trouva un bout de crayon et un morceau de papier parmi les provisions et les lui apporta. Elle prit le crayon avec sa main bandée et commença à écrire lentement au début, puis avec plus d'assurance. Lorsqu'elle eut terminé, elle tourna le papier vers lui. L'écriture était tremblante mais lisible. « Merci de m'avoir sauvé. Ces hommes ont tué mon père. Ils m'ont enlevé sur la route. » Grady serra les mâchoires en lisant ces mots.
Je sais, dit-il doucement. J'ai trouvé le corps de ton père. Je suis désolé, Wendy. Thomas était un homme bon. De nouvelles larmes montèrent à ses yeux, et cette fois, elles coulèrent. Elle avait tenu bon, restant forte malgré la terreur et la fuite. Mais maintenant, la réalité de sa perte la frappait de plein fouet. Son père était parti, assassiné, et elle n'avait même pas pu lui dire au revoir. Sans réfléchir, Grady tendit les bras et la serra dans ses bras. Elle s'effondra contre sa poitrine, les épaules secouées de sanglots silencieux. Il la tint délicatement, une main sur son dos, la laissant pleurer. Ils restèrent ainsi longtemps, la lumière du feu vacillant autour d'eux, tandis que Wendy pleurait son chagrin en silence. Grady n'essaya pas de parler, ni de lui offrir des platitudes creuses. Il se contenta de la serrer dans ses bras, lui apportant le réconfort d'une présence humaine face à cette terrible perte. Finalement, ses sanglots s'apaisèrent et elle s'écarta, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main bandée. Elle semblait gênée, mais Grady secoua la tête. « Tu as tout à fait le droit de pleurer, » dit-il doucement. « Tu as vécu quelque chose que personne ne devrait avoir à endurer. » Elle reprit le crayon et écrivit. « Qui es-tu? Pourquoi suivais-tu ces hommes? »« Je suis surtout cowboy, » répondit Grady. « Mais je fais aussi des missions de chasseur de primes quand les ranchs n'ont pas besoin de main-d'œuvre. Ces trois hommes, les frères Hollister et leurs cousins, ont une prime sur leur tête. Ils ont commis des vols et des meurtres de Santa Fe à Pelham. Quand j'ai appris qu'ils avaient été aperçus se dirigeant vers le nord, je me suis lancé à leur poursuite. Il marqua une pause, puis ajouta « Mais quand j'ai trouvé le corps de ton père et que j'ai compris qu'ils t'avaient enlevé, il ne s'agissait plus d'une prime. Personne ne mérite ce qu'ils t'ont fait, à toi et à ton père. » Wendy le regarda longuement, quelque chose changeant dans son regard. Puis elle écrivit « Tu m'as sauvé la vie. »« Tu t'es sauvé toi-même, » dit Grady. « Tu as survécu assez longtemps pour que je te trouve. Il fallait de la force pour ça. » Elle secoua la tête et le désigna du doigt, puis se désigna elle-même avant d'écrire. « Tu m'as entendu même si je ne pouvais plus crier. » Grady ne savait pas quoi répondre à cela. C'était vrai d'une certaine manière. Il n'avait pas entendu sa voix, mais il avait entendu son silence, son absence. Il avait su qu'elle avait besoin d'aide et qu'il était venu. L'eau sur le feu commença à bouillir et Grady se leva pour faire le café. Pendant qu'il s'affairait, Wendy l'observait depuis la table, l'air pensif. Elle essayait de comprendre qui était cet homme, cet inconnu qui avait risqué sa vie pour la sauver. Ils mangèrent un repas simple, composé de porc salé et de haricots, accompagné d'un café noir fort. Wendy ne s'était pas rendu compte à quel point elle avait faim avant que la nourriture ne soit devant elle. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner ce matin-là, avant que les bandits n'attaquent le chariot. Après avoir mangé, Grady vérifia une fois de plus à l'extérieur que tout était en sécurité, puis retourna dans la cabane et verrouilla la porte. « Tu devrais dormir, » dit-il à Wendy. « Prendre le lit. Je monterai la garde. » Elle commença à protester, mais il leva la main. « Tu as plus besoin de repos que moi, dit-il fermement. De plus, j'ai l'habitude de monter la garde. J'ai passé de nombreuses nuits à garder un œil ouvert pendant les transhumances. » Wendy semblait la vouloir discuter, mais la fatigue l'emporta. Elle se leva et se dirigea vers le lit étroit, où elle s'allongea tout habillée. En quelques minutes, elle s'endormit. Grady s'assit près du feu, son fusil sur les genoux, et regarda les flammes danser. La journée avait été longue, et elle était loin d'être terminée. Les hors-la-loi étaient toujours à leur recherche. Demain, ils devraient se rendre à Fort Garland, et rien ne garantissait qu'ils y arriveraient sains et saufs. Mais pour cette nuit, Wendy était en sécurité. Elle dormait paisiblement pour la première fois depuis le meurtre de son père. Et c'était déjà ça. Alors que le feu s'éteignait, Grady se permit de l'observer dans la pénombre. Même épuisée et débraillée, avec sa robe déchirée et ses cheveux emmêlés, elle était saisissante. Ses traits étaient délicats, mais sa mâchoire était forte, tout comme son attitude, même au milieu d'un traumatisme. Il l'avait vue à Fort Garland. Bien sûr, tout le monde connaissait Wendy Garrison. Elle travaillait dans le magasin de son père, toujours aimable et compétente, toujours prête à sourire. Mais Grady ne lui avait jamais vraiment parlé. Il n'avait jamais eu de raison de le faire. Il n'était qu'un cow-boy errant, et elle était une femme respectable qui aidait à gérer une entreprise. Mais à présent, leur vie s'était entremêlée d'une manière que seule la violence et la survie pouvaient provoquer.
Il lui avait sauvé la vie et, ce faisant, était devenu responsable de sa sécurité. Du moins jusqu'à ce qu'il la ramène chez elle. Chez elle. Fort Garland ne serait plus jamais son chez elle, pas sans son père. Le magasin, la maison où il vivait, tout serait teinté par son absence. Le cœur de Grady se serra pour elle, à l'idée du chagrin qu'elle allait porter. Il ajouta une autre bûche dans le feu et s'installa pour une longue nuit de veille. Wendy se réveilla avant l'aube, désorientée et engourdie. Pendant un instant, elle ne se souvint pas où elle était. Puis tout lui revint en mémoire. L'attaque, les hors-la-loi, la mort de son père et Grady York apparaissant comme un ange vengeur pour la sauver. Elle s'assit lentement, chaque muscle protestant. De l'autre côté de la pièce, Grady était toujours assis près du feu, bien que celui-ci ne fût plus que des braises. Son fusil reposait sur ses genoux, et sa tête était inclinée en arrière contre le mur. Ses yeux étaient fermés, mais elle avait l'impression qu'il ne dormait pas vraiment, qu'il se reposait simplement. Comme s'il sentait son regard, il ouvrit les yeux et se redressa immédiatement. « Bonjour, dit-il doucement. Comment te sens-tu? » Wendy ouvrit la bouche pour répondre, puis se souvint qu'elle ne pouvait pas parler. Elle grimaça et toucha sa gorge. Elle lui faisait encore mal, une douleur profonde qui suggérait qu'elle avait subi de réels dommages. Elle chercha le papier et le crayon du regard et les trouva sur la table. Elle écrivit « Endolorie mais vivante. Merci de m'avoir laissé dormir. » « Tu en avais besoin, dit Grady en se levant et en s'étirant. « Je vais préparer à manger, puis nous devrons partir. Je veux atteindre Fort Garland avant que ces hors-la-loi ne nous devancent. » Wendy acquiesça et se leva, se dirigeant vers le ruisseau pour se laver le visage. L'eau froide de la montagne la réveilla complètement et apaisa quelque peu la douleur dans sa gorge lorsqu'elle but. Lorsqu'elle revint à la cabane, Grady avait préparé un petit déjeuner composé de cœur de bœuf et de viande séchée. Ce n'était pas grand-chose, mais cela leur permettrait de tenir le coup. Ils mangèrent rapidement, puis Grady sella le cheval pendant que Wendy se préparait. Elle baissa les yeux vers sa robe déchirée, ses mains sales, ses poignets bandés. Elle avait l'air d'une épave, mais cela n'avait plus d'importance désormais. Tout ce qui comptait, c'était de se mettre en sécurité. Grady l'aida à monter à cheval, puis se hissa derrière elle, ses bras de chaque côté d'elle pour la retenir. Elle se sentait plus en sécurité avec lui derrière elle, l'entourant. « Prête? » demanda-t-il. Elle acquiesça, et ils sortirent du canyon alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient sur les montagnes. Le trajet jusqu'à Fort Garland prit la majeure partie de la matinée. Grady emprunta des sentiers de chasse et des chemins peu fréquentés, évitant les routes principales où les hors-la-loi pourraient les surveiller. Le trajet était plus lent, mais plus sûr. Wendy se détendit contre la poitrine de Grady pendant qu'il chevauchait, confiante qu'il les guiderait en toute sécurité. Elle observa le paysage, les sommets et les vallées familières de son pays natal, et essaya de ne pas penser au fait que son père ne reverrait plus jamais cette vue. Ils s'arrêtèrent une fois près d'un ruisseau pour abreuver le cheval et se reposer quelques minutes. Wendy profita de ce moment pour écrire un autre mot. Qu'arrivera-t-il à ces hommes? Ceux qui ont tué mon père, Grady, répondit-il, finiront par être rattrapés par la justice. Ils ne peuvent pas fuir éternellement et tu es témoin. Ton témoignage aidera à les condamner. Elle écrivit, « Puis-je témoigner si je ne peux pas parler? » « Tu peux l'écrire, répondit Grady, « et je témoignerai de ce que j'ai vu. Nous veillerons à ce qu'ils soient traduits en justice pour ce qu'ils ont fait. » Elle acquiesça, réconfortée par ces paroles. La mort de son père ne resterait pas impunie. Ils remontèrent à cheval et continuèrent vers Fort Garland. Alors qu'ils descendaient des hauteurs vers la vallée, la ville apparut. Un petit groupe de bâtiments s'agglutinait autour d'une place centrale. Elle semblait paisible et ordinaire, et Wendy ressentit un tel pincement au cœur que cela lui coupa le souffle. C'était chez elle, mais cela ne serait plus jamais pareil. Ils arrivèrent en ville juste avant midi. Les gens se retournèrent pour les regarder passer, remarquant l'apparence débraillée de Wendy et l'étranger qui l'accompagnait. La nouvelle se répandrait rapidement. Wendy le savait. À la tombée de la nuit, tout le monde à Fort Garland saurait ce qui s'était passé. Grady guida le cheval jusqu'au cabinet du médecin et aida Wendy à descendre. Le docteur Callahan sortit au bruit des sabots et son expression se transforma en choc lorsqu'il vit Wendy. « Mon Dieu, Wendy, que vous est-il arrivé? » s'écria-t-il. Wendy ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Grady s'avança.
Elle a besoin de soins médicaux, dit-il. Elle a vécu une épreuve terrible. Son père a été assassiné par des hors-la-loi qui l'ont emmené dans les montagnes. Elle a crié à l'aide jusqu'à ce que sa voix s'éteigne complètement. Le visage du docteur Callahan pâlit. Thomas est mort. Oui, monsieur, répondit Grady calmement. J'ai trouvé son corps hier sur la route de montagne. Les hors-la-loi guerriers de Gang Hollister ont tendu une embuscade à son chariot. Je les ai suivis jusqu'à un ancien camp minier et j'ai sauvé Wendy. Mais elle a besoin d'un médecin pour examiner sa gorge et ses poignets sont gravement brûlés par la corde. Le médecin les fit entrer immédiatement, reprenant son attitude professionnelle. Il installa Wendy dans un fauteuil et commença son examen, avec douceur mais minutieusement. Il examina sa gorge, vérifia ses poignets et lui posa des questions auxquelles elle répondit en hochant ou en secouant la tête. Finalement, il se redressa et dit « Vous avez fortement sollicité vos cordes vocales, Wendy. Les tissus sont enflés et enflammés. Avec du repos, c'est-à-dire en ne parlant pas du tout pendant au moins une semaine et en buvant beaucoup, vous devriez vous rétablir, mais vous ne devez pas essayer de parler, non. Tu comprends? » Elle acquiesça et il lui tapota l'épaule. « C'est bien. Maintenant, laisse-moi refaire correctement tes bandages aux poignets. » Pendant que le médecin s'affairait, Grady sortit pour parler au shérif. Marcus Flynn était le représentant de la loi à Fort Garland, un homme compétent d'une cinquantaine d'années qui maintenait la paix dans la vallée depuis 20 ans. Il écouta gravement Grady lui raconter les événements de la veille. « Le gang Hollister », dit le shérif Flynn en secouant de la tête. « J'ai entendu dire qu'ils étaient dans la région. Bon sang, j'aurais dû avertir les gens de faire plus attention sur les routes. » « Vous ne pouviez pas savoir qu'ils attaqueraient un chariot de ravitaillement, » dit Grady. « Mais ils sont toujours là-bas et ils savent que je les traque. Ils pourraient venir en ville à la recherche de Wendy pour la faire taire avant qu'elle ne puisse témoigner. « Je vais poster des gardes, » dit immédiatement le shérif, « et prévenir le marshal territorial. Nous attraperons ces hommes, Grady. Ils ne s'en tireront pas comme ça. » Grady acquiesça, mais il savait que capturer les hors-la-loi ne ramènerait pas Thomas Garrison. Cela n'effacerait pas ce que Wendy avait vécu. Quand il revint au cabinet du médecin, Wendy était assise, les poignets bandés et une tasse de thé à la main. Le docteur Callahan lui avait donné un analgésique et elle semblait un peu plus calme, même si le chagrin assombrissait toujours son regard. « Elle devrait rester ici cette nuit, » dit le médecin. « Je veux garder un œil sur elle. » Mais Wendy secoua fermement la tête et prit le papier et le crayon que le médecin lui avait fournis. Elle écrivit « Je veux rentrer chez moi. » « Wendy, ta maison sera vide, » dit doucement le docteur Callahan. « Il vaudrait peut-être mieux que tu restes chez quelqu'un, au moins pour cette nuit. » Elle écrivit « C'est ma maison, je dois y être. » Le médecin regarda Grady d'un air impuissant et Grady s'avança. « Je vais la ramener chez elle, dit-il, et je resterai dans les environs pour m'assurer qu'elle est en sécurité. Le shérif poste des gardes, mais je veux garder un œil sur les choses moi-même. » Le docteur Callahan ne semblait pas entièrement satisfait de cet arrangement, mais il acquiesça. « Très bien, mais Wendy, revenez demain pour que je puisse vous examiner. Et n'oubliez pas, ne parlez pas. » Elle acquiesça et se leva, posant sa tasse de thé. Grady lui offrit son bras et elle le prit, s'appuyant sur lui tandis qu'il sortait dans la lumière de l'après-midi. La maison de la garnison se trouvait à la lisière de la ville, un modeste bâtiment de 2 étages avec un porche donnant sur les montagnes. Wendy ouvrait la marche et Grady la suivait, la main posée sur le bas de son dos. À l'intérieur, la maison était calme et silencieuse, remplie de l'absence de Thomas Garrison. Wendy s'arrêta sur le seuil et Grady sentit son corps se raidir sous le poids du chagrin. Elle avait été forte pendant si longtemps, mais rentrer chez elle, dans un endroit où son père ne reviendrait jamais, était presque insupportable. « Prends tout le temps qu'il te faut, » dit Grady doucement. Elle acquiesça et entra lentement, comme si la maison risquait de s'effondrer autour d'elle. Grady la suivit, lui laissant de l'espace, mais restant assez près pour la rattraper si elle tombait. Wendy traversa les pièces, touchant les objets que son père avait touchés, les souvenirs affluant de tous les coins. Dans le salon, sa pipe reposait toujours sur la table d'appoint. Dans la cuisine, sa tasse à café était posée à côté de l'évier. Ces petits vestiges de sa vie étaient presque insupportables. Elle s'effondra sur une chaise à la table de la cuisine et se prit la tête entre les mains. Aucune larme ne coula. Elle avait pleuré toutes les larmes de son corps la nuit précédente.
Il ne restait plus qu'une douleur creuse à la place de son cœur. Grady trouva le poêle et alluma un feu, puis mit de l'eau à bouillir pour faire du thé. Il se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité discrète, trouvant la boîte à thé et les tasses, laissant à Wendy le temps de s'asseoir avec son chagrin. Lorsque le thé fut prêt, il le lui apporta et s'assit en face d'elle. « Je sais que cela ne t'aide pas pour l'instant, dit-il, mais ton père serait fier de toi. Tu as survécu à quelque chose de terrible et tu es toujours là. Cela demande du courage. » Wendy leva les yeux vers lui et quelque chose changea dans son expression. Elle prit le crayon et le papier que Grady avait rapporté du cabinet du médecin et écrivit. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu ne me connais même pas. » Grady resta silencieux un instant, réfléchissant à sa réponse. « Je suppose que c'est parce que c'est la bonne chose à faire, » finit-il par dire. « Et parce que j'ai vu ce que ces hommes vous ont fait, à vous et à votre père, et que je ne pouvais pas m'en aller, personne ne devrait avoir à affronter seul une telle épreuve. » Elle l'observa, ses yeux bleus scrutant son visage. Puis elle écrivit. « Vous êtes un homme bon, Grady York. » Il sentit sa poitrine se serrer à ces mots simples. « Je ne suis qu'un cow-boy, dit-il, mais je ferai tout ce que je peux pour vous aider à traverser cette épreuve. » Ils restèrent assis ensemble tandis que l'après-midi laissait place au soir, le silence entre eux étant plutôt confortable que gênant. Grady leur prépara un dîner simple avec ce qu'il trouva dans le garde-manger, et Wendy picora dans son assiette, mangeant juste assez pour garder des forces. À la tombée de la nuit, Grady se leva pour partir. « Je vais dormir dans le magasin de votre père cette nuit, dit-il. C'est assez près pour que je puisse garder un œil sur la maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allumez la lampe de la fenêtre avant et je viendrai en courant. » Wendy se leva et lui saisit la main pour l'arrêter. Elle leva les yeux vers lui et il vit de la gratitude et quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond dans son regard. Elle écrivit rapidement. « Merci pour tout. »« Tu n'as pas à me remercier, dit Grady. Repose-toi et prends soin de toi. Demain, nous déciderons de la marche à suivre. » Elle acquiesça et il lui serra doucement la main avant de la lâcher. Puis il partit, marchant dans les rues tranquilles de Fort Garland jusqu'au magasin que Thomas Garrison avait construit. Le magasin était fermé à clé, mais le shérif avait donné la clé à Grady. Il entra et regarda autour de lui les étagères remplies de marchandises, le comptoir où Thomas avait mené ses affaires, les livres de compte où il avait tenu sa comptabilité. C'était le gagne-pain d'un homme, son héritage, et maintenant Wendy allait devoir décider quoi en faire. Grady se fit un lit de camp derrière le comptoir et s'installa pour la nuit. Par la fenêtre de devant, il pouvait voir la maison de Wendy en bas de la rue. Une lampe brillait à une fenêtre à l'étage et il l'imaginait se déplacer dans sa chambre, se préparant à se coucher, essayant de trouver un peu de paix au milieu de son chagrin. Il la protégerait. C'était le moins qu'il puisse faire. Et lorsque le gang Hollister serait traduit en justice, il l'aiderait à reconstruire sa vie. C'était le moins qu'il puisse faire pour cet homme dont il avait entendu le silence, dont il avait sauvé la vie. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Wendy. La ville se mobilisa autour d'elle, comme le font les petites communautés, en lui apportant de la nourriture et en lui présentant ses condoléances. Mais rien ne pouvait combler le vide laissé par son père. Elle traversait ses journées dans un brouillard de chagrin, incapable de parler, incapable de comprendre pleinement ce qui s'était passé. Grady resta à ses côtés. Il dormait dans le magasin la nuit et passait ses journées à aider Wendy à régler les affaires de son père. Il fallait organiser les funérailles, régler les comptes, prendre des décisions concernant l'avenir du magasin. Wendy communiquait par écrit, et Grady devint capable de lire ses pensées avant même qu'elle ne les couche sur le papier. Les funérailles eurent lieu 3 jours après leur retour à Fort Garland. Il semblait que toute la ville s'était déplacée pour rendre hommage à Thomas Garrison. Il était très apprécié, c'était un homme d'affaires honnête et un homme gentil. Wendy se tenait près de la tombe, vêtue d'une robe noire empruntée à une voisine, le visage pâle mais calme. Elle ne pleurait pas, elle n'avait plus de larmes. Grady se tenait à ses côtés pendant toute la cérémonie, une présence rassurante sur laquelle elle s'appuyait de plus en plus. Il n'essayait pas de lui offrir des paroles de réconfort vides de sens. Il restait simplement près d'elle, et cela suffisait. Après les funérailles, le shérif Flynn s'approcha d'eux pour leur annoncer une nouvelle. « Nous avons reçu des nouvelles du Marshal Territorial, dit-il. Ils ont repéré le gang Hollister près de Pueblo.
Une patrouille est alors poursuite. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit arrêté. Wendy acquiesça, réconfortée à l'idée que les assassins de son père seraient traduits en justice. Au fil des semaines, la voix de Wendy commença lentement à revenir. Au début, ce n'était qu'un murmure, rauque et douloureux, mais le docteur Callahan lui assura qu'elle continuerait à s'améliorer avec le temps et le repos. Elle s'entraînait à parler un peu chaque jour, réapprenant à utiliser sa voix. Pendant cette période, quelque chose d'inattendu se produisit. Wendy et Grady se rapprochèrent. Il continua à l'aider dans le magasin, apprenant le métier afin de pouvoir la soutenir. Ils passaient de longues heures ensemble, travaillant côte à côte, et dans les moments calmes, ils partageaient un café et discutaient. Wendy se sentit attirée par lui d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Il était stable et gentil, patient avec son chagrin, et ne la poussait jamais à être autre chose que ce qu'elle était. Il l'écoutait quand elle avait besoin de parler et restait silencieux quand elle avait besoin de calme. Il la rassurait dans un monde qui était soudainement devenu terrifiant. Grady, quant à lui, s'est surpris à tomber amoureux de Wendy d'une manière qui l'a complètement pris au dépourvu. Elle était forte malgré son chagrin, courageuse malgré sa peur. Elle avait survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens, et elle était déterminée à reconstruire sa vie. Il admirait cette force et se surprenait à vouloir faire partie de son avenir. Mais il se retenait, ne sachant pas si ses sentiments étaient les bienvenus. Elle avait vécu un tel traumatisme qu'il ne voulait pas alourdir son fardeau. Il gardait donc ses distances, la soutenant sans jamais franchir les limites. Un soir, environ 6 semaines après l'agression, Wendy et Grady fermèrent le magasin ensemble. Sa voix s'était suffisamment rétablie pour qu'elle puisse parler à voix basse, même si cela lui faisait encore mal de trop parler. Grady, dit-elle doucement alors qu'il faisait le compte des recettes de la journée. Je peux te poser une question? Bien sûr, répondit-il en levant les yeux du grand livre. Pourquoi es-tu encore ici? Demanda-t-elle. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as aidé à traverser les funérailles. Tu travailles dans le magasin sans être payé. Pourquoi n'es-tu pas retourné à ta vie? Grady posa le crayon qu'il tenait et la regarda dans les yeux. Parce que je veux être ici, répondit-il simplement. Parce que je me soucie de ce qui t'arrive. Mais pourquoi? Insista-t-elle. Tu me connaissais à peine avant que tout cela n'arrive. Il resta silencieux pendant un long moment, choisissant ses mots avec soin. Je suppose que lorsque je t'ai trouvé dans ce camp minier, ligoté et sans voix, j'ai vu quelqu'un qui refusait d'abandonner. Tu avais vécu l'enfer, mais tu continuais à te battre, à survivre. Et je me suis dit, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, qui mérite d'être aidé. Il fit une pause, puis ajouta, et plus je passe de temps avec toi, plus je me rends compte que je ne veux pas partir. Je sais que ce n'est peut-être pas ce que tu veux entendre en ce moment, avec tout ce que tu traverses, mais c'est la vérité. Wendy le fixa, le cœur battant. Elle s'était interrogée sur ses sentiments. Elle avait senti quelque chose dans la façon dont il la regardait, dans la façon dont il semblait toujours savoir ce dont elle avait besoin avant même qu'elle ne le demande, mais l'entendre le dire à voix haute était différent. Je tiens aussi à toi, dit-elle doucement, plus que je ne le devrais probablement, étant donné que nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines. Mais tu m'as sauvé la vie, Grady. Tu m'as donné une raison de continuer alors que je voulais abandonner. Comment pourrais-je ne pas avoir de sentiments pour toi? Le soulagement envahit le visage de Grady, rapidement suivi d'une émotion plus chaleureuse. Wendy, dit-il en se levant et en contournant le comptoir pour se placer devant elle. Je sais que le moment n'est pas idéal. Tu es encore en deuil de ton père, et je ne veux pas te précipiter dans quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que je serai là aussi longtemps que tu le souhaiteras. Pas seulement en tant qu'ami ou aide, mais en tant que personne qui tient profondément à toi. Elle leva les yeux vers lui et puis, pour la première fois depuis la mort de son père, ressentit autre chose que du chagrin. Elle ressentit de l'espoir. Elle sentit la possibilité d'un avenir qui ne consistait pas seulement à survivre, mais à vivre. « Je veux que tu restes, » murmura-t-elle. « Je veux que tu fasses partie de ma vie, Grady. Pas seulement pour l'instant, mais pour tout ce qui viendra après. » Il tendit les mains et lui prit doucement le visage entre ses mains, effaçant de ses pouces les larmes qu'elle n'avait pas remarqué couler. « Alors je resterai, dit-il, et il, aussi longtemps que tu voudras de moi. » Puis il l'embrassa doucement et délicatement, comme une promesse plutôt qu'une exigence. Wendy posa ses mains sur son torse,
sentant les battements réguliers de son cœur sous ses paumes. Le baiser était doux, mais il portait le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Toute la peur, le chagrin et l'espoir qui grandissaient lentement. Quand ils se séparèrent enfin, Wendy souriait pour la première fois depuis des semaines. Mon père t'aurait aimé, dit-elle. Il a toujours respecté les gens qui travaillaient dur et traitaient les autres avec gentillesse. J'aurais aimé mieux le connaître, répondit Grady. Mais je te promets, Wendy, que j'honorerai sa mémoire en prenant soin de toi et de ce magasin qu'il a construit. Si tu me le permets, je te laisserai entrer dans ma vie. Elle répondit, je te laisserai entrer dans ma vie, dans mon cœur, car tu y es déjà, que je l'ai prévu ou non. Ils restèrent ensemble dans le magasin silencieux, enlacés, tandis que la nuit tombait dehors. Ce n'était pas un début de relation idéale, né de la violence et de la perte. Mais c'était réel, et c'était le leur. Une semaine plus tard, la nouvelle tomba que le gang Hollister avait été capturé près de PBLO. Il y avait eu une fusillade, et l'un des frères avait été tué. Les deux autres étaient en détention dans l'attente de leur procès. Le shérif Flynn assura à Wendy qu'ils seraient pendus pour leur crime. Wendy accueillit la nouvelle avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Justice serait faite, mais cela ne ramènerait pas son père. Rien ne le pourrait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était aller de l'avant, en gardant son souvenir avec elle. Avec Grady à ses côtés, elle commença à vraiment se reconstruire. Ils géraient le magasin ensemble. Grady se révéla doué pour les affaires et savait s'y prendre avec les clients. Wendy sentit sa voix devenir chaque jour plus forte, jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau parler presque normalement. Il restait une légère enrouement que le médecin disait ne jamais pouvoir disparaître complètement, un souvenir permanent du jour où elle s'était tue en hurlant, mais cela ne la dérangeait pas. C'était une cicatrice, certes, mais c'était aussi la preuve qu'elle avait survécu. À mesure que l'été laissait place à l'automne, la relation entre Grady et Wendy s'approfondissait. Ils faisaient attention l'un à l'autre, conscients du traumatisme qui les avait rapprochés, mais déterminés à ne pas le laisser les définir. Ils se promenaient le soir, parlant de leurs espoirs et de leurs rêves pour l'avenir. Ils travaillaient côte à côte dans le magasin, construisant un partenariat qui était autant une affaire commerciale qu'une histoire d'amour. Grady lui raconta son enfance au Texas, la perte de ses parents et son départ vers l'Ouest. Wendy lui parla de son enfance avec son père, de son apprentissage du commerce, de son rêve d'agrandir le magasin un jour. « Nous pourrions le faire », a dit Grady un soir, alors qu'ils étaient assis sous le porche de sa maison, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Agrandir le magasin, peut-être en ouvrir un autre dans une ville voisine, construire quelque chose ensemble. « C'est ce que tu voudrais », a demandé Wendy. « T'installer ici, abandonner la vie de cowboy. La vie de cowboy, c'est juste errer. » Grady répondit, « Je cherche un foyer depuis des années sans vraiment le savoir, et je pense l'avoir trouvé ici, avec toi. » Wendy lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Alors construisons cet avenir ensemble, dit-elle. Reprenons ce que mon père a commencé et développons-le encore plus. Un héritage pour vous deux, vos parents et mon père. » J'aime cette idée, dit Grady en lui serrant la main. Un héritage fondé sur le travail acharné et l'honnêteté. Votre père serait fier. À l'approche de l'hiver, Grady demanda Wendy en mariage. Ce ne fut pas une demande en mariage sophistiquée, juste eux deux dans le magasin après la fermeture, Grady s'agenouillant et lui offrant une simple bague en or. « Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, dit-il. Accepte mon cœur et ma promesse de t'aimer et de te protéger pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser, Wendy? » Elle n'hésita pas. « Oui, dit-elle en l'aidant à se relever et en l'embrassant. « Oui, je veux t'épouser. » Ils se marièrent au printemps 1875 lors d'une cérémonie simple à l'église de Fort Garland. Toute la ville se rassembla pour célébrer avec eux, heureuse de voir Wendy sourire à nouveau après la tragédie qu'elle avait endurée. Le shérif Flynn fut le témoin de Grady et le docteur Callahan conduisit Wendy à l'hôtel à la place de son père. Ce fut une journée douce amère. La joie de Wendy était tempérée par l'absence de son père. Mais alors qu'elle se tenait aux côtés de Grady et prononçait ses vœux, elle sentit la présence spirituelle de son père, qui bénissait cette union. Grady était entré dans sa vie au moment le plus sombre, avait entendu son silence et s'était précipité vers elle. Et maintenant, il promettait de rester à ses côtés pour toujours. Après le mariage, ils emménagèrent dans la maison où Wendy avait passé son enfance.
Grady se révéla être un mari dévoué, attentionné et aimant. Il continua à travailler dans le magasin et ensemble, ils commencèrent à développer l'entreprise comme ils l'avaient prévu. En moins d'un an, ils ouvrirent un deuxième magasin dans une ville voisine et le nom de la garnison devint célèbre dans toute la vallée de Saint-Louis pour la qualité de ses produits et ses prix raisonnables. Le sens des affaires de Grady complétait les connaissances de Wendy dans le domaine commercial et ils formaient une excellente équipe. Leur vie personnelle était également épanouie. À l'été 1876, Wendy donna naissance à leur premier enfant, un fils qu'ils prénommèrent Thomas, en hommage au père de Wendy. Grady était fou de joie, berçant le petit bébé dans ses mains puissantes et s'émerveillant de la nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble. « Il a tes yeux, dit Wendy depuis le lit, épuisée mais heureuse. Et ton menton obstiné, répondit Grady avec un sourire. Ce garçon va nous donner du fil à retordre. Thomas était en effet difficile à gérer, énergique et curieux dès qu'il a su marcher à quatre pattes. Mais Grady et Wendy savouraient chaque instant de leur vie de parents. Ils avaient construit ensemble quelque chose de précieux, une famille enracinée dans l'amour et renforcée par les épreuves qu'ils avaient surmontées. 2 ans plus tard, ils accueillirent une fille qu'ils prénommèrent Grace. Elle était plus calme que son frère, avec les traits délicats de Wendy et le tempérament stable de Grady. La famille de 4 personnes remplissait la maison de rires et d'amour, les fantômes des tragédies passées s'estompant à la lumière de cette nouvelle joie. Au fil des années, Grady et Wendy devinrent des piliers de la communauté de Fort Garland. Ils employaient plusieurs personnes dans leurs magasins, donnant du travail à ceux qui en avaient besoin. Ils faisaient des dons à l'Église et à l'école, convaincus qu'il fallait rendre à la ville ce qu'elle leur avait apporté dans les moments difficiles. La voix de Wendy ne retrouva jamais tout à fait ce qu'elle était avant l'agression. Elle avait toujours un léger grain, surtout lorsqu'elle était fatiguée ou qu'elle avait parlé longtemps. Mais elle avait appris à vivre avec, voire à le considérer comme un signe d'honneur. Elle avait survécu à quelque chose de terrible et elle en portait les cicatrices pour le prouver. Parfois, lors de soirées tranquilles, lorsque les enfants étaient endormis, Wendy et Grady s'asseyaient ensemble sous le porche et parlaient de cette journée dans les montagnes, du silence qui les avait rapprochés. « Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si tu ne m'avais pas trouvé ?» demanda Wendy un soir. « J'essaye de ne pas y penser, » répondit Grady honnêtement. « Mais je sais que j'aurais passé le reste de ma vie à regretter de ne pas être arrivé à temps. »« Tu es arrivé à temps, » dit Wendy en posant sa tête sur son épaule. « Tu m'as sauvé, Grady. Non seulement de ces hommes, mais aussi d'une vie de solitude et de peur. Tu m'as donné une raison de reconstruire ma vie, de reprendre espoir. Tu m'as donné une raison de le faire, dit Grady D en passant son bras autour d'elle. Avant de te rencontrer, je dérivais. Je n'avais aucun but réel, aucun endroit où me sentir chez moi. Tu as changé tout cela. Tu m'as donné une famille, un avenir. Tu m'as donné tout ce qui compte. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, regardant les étoiles apparaître au-dessus des montagnes. Leurs enfants dormaient paisiblement à l'intérieur, en sécurité et aimés. Les magasins qu'ils avaient construits ensemble subviendraient aux besoins de leur famille et de leurs employés pendant des années. Et surtout, ils savaient l'un l'autre. La tragédie qui les avait réunis avait été réelle et terrible. Wendy pleurait toujours son père, ressentait toujours sa perte comme un vide dans sa poitrine. Mais elle avait appris que le chagrin et la joie pouvaient coexister, qu'il était possible d'honorer les morts tout en construisant une vie avec les vivants. Grady lui avait appris cela. Il lui avait montré, par sa présence constante et son amour indéfectible, que la survie n'était qu'un début, qu'il y avait toute une vie qui l'attendait de l'autre côté du traumatisme, si seulement elle était assez courageuse pour la saisir. Et elle avait été courageuse. Elle avait saisi cette vie à 2 mains, entraînant Grady avec elle, construisant quelque chose de beau à partir des cendres de la perte. Au fil des années, leur famille s'est agrandie et leur entreprise a prospéré. Thomas est devenu un jeune homme fort qui a hérité de l'éthique de travail de son père et du sens des affaires de sa mère. Grace est devenue enseignante et se consacrant à l'éducation des enfants de Fort Garland, et Grady et Wendy vieillirent ensemble, leur amour s'approfondissant d'année en année. Ils n'oublièrent jamais le jour qui les avait réunis. Le jour où la voix de Wendy était devenue rauque à force de crier à l'aide et où Grady avait entendu son silence et s'était précipité. Ce fut le pire jour de la vie de Wendy et le début de la meilleure partie de celle-ci.
Tout s'entremêlait de la manière compliquée qu'est souvent la vie réelle. À l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage, Grady offrit un cadeau à Wendy. C'était un journal relié en cuir, et sur la première page, il avait écrit pour Wendy, dont le silence en disait plus long que les mots, et dont la force les avait sauvés tous les deux. Tout mon amour pour toujours, Grady. Wendy pleura en lisant ces mots, des larmes de joie cette fois, et embrassa son mari avec tout l'amour qu'elle ressentait pour lui. Tu es tout pour moi, murmura-t-elle. Tu l'as toujours été, depuis le moment où tu m'as trouvé dans ces montagnes. Et tu es mienne, répondit Grady. Ma partenaire, mon amour, mon foyer. Ils passaient dans cette soirée d'anniversaire comme ils en avaient pété tant d'autres, assis ensemble sous le porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de nuances dorées et roses. Leurs petits-enfants, les trois garçons de Thomas et les jumelles de Grace, jouaient dans le jardin, leurs rires flottant dans l'air du soir. C'était une vie fondée sur l'amour, le travail acharné et la détermination à trouver la joie même après une tragédie. Le père de Wendy aurait été fier, pensa-t-elle, fier de l'entreprise qu'ils avaient créée, de la famille qu'ils avaient fondée, de la façon dont ils avaient transformé quelque chose de terrible en quelque chose de magnifique. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à apparaître, Grady se leva et tendit la main à Wendy. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il. Elle prit sa main, la même main qu'il avait mise en sécurité il y a toutes ces années, la même main qui avait tenu la sienne à travers le chagrin et la joie et tout ce qui se trouvait entre les deux. « Prête, répondit-elle. Ils rentrèrent ensemble, fermant la porte sur une autre journée parfaite. Derrière eux, les montagnes se dressaient, silencieuses et éternelles, témoins de toutes les histoires qui s'étaient déroulées dans leur ombre. Des histoires de perte et de survie, de silence et de salut, d'amour trouvé dans les endroits les plus inattendus. Et le matin, lorsque le soleil se levait sur ces mêmes montagnes, Grady et Wendy se réveillaient côte à côte, prêts à affronter une nouvelle journée ensemble. Car c'était ce qu'ils faisaient. C'était ce qu'ils avaient toujours fait. À partir du moment où un cow-boy avait entendu le silence d'une femme et s'était précipité, changeant à jamais leurs deux vies, le magasin qu'ils avaient construit ensemble ouvrirait ses portes, au service de la communauté qu'ils aimaient. Leurs enfants et petits-enfants leur rendraient une visite, remplissant la maison de bruit et d'amour, et Grady et Wendy travailleraient côte à côte, partenaires dans tous les sens du terme, reconnaissants pour chaque moment qu'ils passaient ensemble. Ce n'était pas la vie qu'ils avaient prévue. Grady n'avait jamais imaginé s'installer, et Wendy n'avait jamais imaginé perdre son père et trouver l'amour dans l'ombre de cette perte. Mais c'était leur vie, gagnée grâce à leur courage, leur sacrifice et leur engagement indéfectible l'un envers l'autre. Des années plus tard, alors qu'ils étaient tous deux vieux et grisonnants, assis sur le même porche dans les mêmes fauteuils à bascule, leurs arrière-petits-enfants jouant dans le jardin, Wendy regardait Grady et souriait. « As-tu des regrets ?» demandait-elle. Et Grady prenait sa main ridée dans la sienne et répondait « Pas un seul. Chaque moment passé avec toi a été un cadeau, Wendy. Même les moments difficiles, surtout les moments difficiles, car ils nous ont appris à quel point nous pouvions être forts ensemble. » « Je t'aime, disait-elle, avec autant de sincérité que la première fois qu'elle avait prononcé ces mots. « Je t'aime aussi, répondait-il. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. » Et ce serait là leur héritage, pas seulement leur entreprise florissante ou leurs enfants et petits-enfants qui portaient leur nom. Leur héritage serait l'amour qu'ils avaient construit ensemble, la vie qu'ils avaient créée à partir d'une tragédie, la façon dont ils avaient prouvé que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Car parfois, dans ce monde sauvage et imprévisible, le silence est plus éloquent que les cris. Et parfois, la personne qui entend ce silence est exactement celle que vous étiez destiné à trouver. La personne qui courra vers vous à travers le danger et l'obscurité, qui vous soutiendra dans le chagrin et la peur, qui construira avec vous une vie qui vaut toute la douleur qu'il a fallu endurer pour y parvenir. Pour Wendy et Grady, cette journée dans les montagnes avait été à la fois une fin et un commencement. La fin de l'innocence, la fin de la vie que Wendy avait connue, mais aussi le commencement de quelque chose de nouveau et de précieux, une histoire d'amour née d'une tragédie, mais définie par l'espoir. Ils ont vécu une vie longue et bien remplie, entourés de leur famille et de leurs amis, respectés dans leur communauté et sûrs de leur amour l'un pour l'autre.
Et lorsqu'ils sont finalement décédés, à des années d'intervalle, mais sans jamais être vraiment séparés, ils ont été inhumés au cimetière de Fort Garland, côte à côte, sous une simple pierre tombale sur laquelle était inscrit Grady et Wendy York. Il entendait son silence. Elle lui donnait un bout. Ensemble, ils ont construit une vie. C'était une épitaphe appropriée pour deux personnes qui s'étaient trouvées dans les pires circonstances et avaient créé la meilleure des vies. Leur histoire est devenue une légende à Fort Garland, transmise de génération en génération comme un exemple de la façon dont l'amour peut fleurir même dans les sols les plus difficiles. Comment trouver la force dans les moments les plus sombres? Comment parfois le pire jour de votre vie peut mener à tous les meilleurs jours qui suivent? Et ainsi leur histoire se termine comme toutes les belles histoires d'amour devraient se terminer, avec deux personnes qui se sont trouvées, qui se sont battues l'une pour l'autre et qui se sont aimées jusqu'à la fin. Dans le Far West de 1875, à l'ombre des montagnes Sanger-Dristo, la voix d'une femme s'est enrouée à force de crier à l'aide. Un cowboy avait entendu son silence et s'est précipité. À ce moment-là, leurs vies ont changé à jamais, les engageant sur une voie qui les mènerait à un amour plus profond et plus vrai qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Leurs enfants et petits-enfants poursuivraient l'entreprise qu'ils avaient bâtie, l'étendant à de nouvelles villes et de nouveaux territoires. Le nom Garrison, désormais York, serait connu dans tout le Colorado pendant des générations. Mais surtout, l'histoire d'amour de Grady et Wendy restera dans les mémoires, racontée et répétée lors de soirées tranquilles. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut trouver son chemin. Que le courage et la gentillesse peuvent vaincre la peur et la violence. Que parfois, la personne qui vous sauve devient celle sans laquelle vous ne pouvez imaginer vivre. Et au final, c'est tout ce que nous pouvons espérer. Trouver quelqu'un qui nous écoute vraiment, même lorsque nous ne pouvons pas parler. Quelqu'un qui accourt lorsque nous avons le plus besoin de lui. Quelqu'un qui reste à nos côtés dans la tempête et qui célèbre avec nous sous le soleil. Quelqu'un qui rend les jours difficiles supportables et les bons jours extraordinaires. Grady et Wendy ont trouvé cela l'un chez l'autre et ils s'y sont accrochés de toutes leurs forces pour le reste de leur vie. Leur histoire, née dans le silence et scellée par l'amour, est devenue partie intégrante de Fort Garland, témoignant de la puissance des liens humains et de la résilience du cœur humain. Et c'est ainsi que nous les quittons, deux âmes qui se sont trouvées dans le désert et ont construit une vie qui valait chaque lutte, chaque larme, chaque moment de peur. Car au final, l'amour en vaut toujours la peine. Il vaut toujours la peine de prendre le risque. Il vaut toujours la peine de se battre. Il vaut toujours la peine de faire le saut dans l'inconnu qu'il faut pour ouvrir son cœur à une autre personne. Grady et Wendy le savaient. Ils l'ont vécu chaque jour de leur vie ensemble. Et leur histoire, leur amour, leur héritage se perpétue dans les personnes qui leur ont succédé, dans l'entreprise qu'ils ont bâtie, dans la communauté qu'ils ont servie et dans le cœur de tous ceux qui les ont connus. Voici leur histoire complète et entière. Une histoire du Far West et du cœur sauvage de l'homme, de tragédie et de triomphe, de silence et de salut. D'un amour qui a commencé dans l'obscurité mais qui s'est transformé en quelque chose de lumineux, de beau et de durable. Un amour qui a commencé quand la voix d'une femme l'a trahi, et un homme a entendu son silence répondant à un appel plus profond que le son, plus profond que les mots, jusqu'au niveau de l'âme où réside la véritable connexion. Leur histoire d'amour improbable et belle, dangereuse et dévouée est la preuve que parfois les meilleures choses de la vie viennent des pires circonstances, que la rédemption est toujours possible, que l'espoir n'est jamais vraiment perdu, et que l'amour, le véritable amour, peut guérir même les blessures les plus profondes et jeter des ponts au-dessus des gouffres les plus sombres. Grady York et Wendy Garrison York ont vécu, aimé et construit ensemble une vie qui honore à la fois la tragédie qui les a réunis et l'espoir qui les a fait avancer. Ils ont élevé des enfants, créé une entreprise, servi leur communauté et, surtout, s'est aimé avec une profondeur et un dévouement qui ne peuvent venir que du fait d'avoir survécu ensemble à l'incendie et d'en être sortis plus forts. Leur histoire est désormais terminée. Ils ont vécu pleinement et bien, mais l'héritage qu'ils ont laissé se perpétue à travers leurs descendants, leur entreprise et leur histoire d'amour qui continue d'inspirer les habitants de Fort Garland. Une histoire de silence et de salut, d'un cowboy qui est venu à la rescousse et d'une femme qui a survécu.
de deux personnes brisées qui se sont reconstruites mutuellement et ont bâti quelque chose de complet, de beau et de durable. Voici leur histoire racontée dans son intégralité. De ce jour terrible dans les montagnes à la fin paisible de deux vies bien vécues et profondément aimées. Une histoire de Far West. Oui, mais surtout une histoire sur la capacité humaine sauvage et merveilleuse à aimer, à faire preuve de courage, à survivre et à construire quelque chose de beau à partir de morceaux brisés. Et maintenant, leur histoire est racontée dans son intégralité et en toute vérité. Un témoignage de l'amour, de la force et du pouvoir de deux personnes qui se sont trouvées au moment où elles avaient le plus besoin l'une de l'autre et qui ne se sont jamais quittées.